Qu'est-ce qui rend un jeu vidéo vraiment marquant? Quels sont les critères qui font qu'un titre se distingue par sa qualité et s'impose dans l'industrie vidéoludique? Est-ce un gameplay fun et jouissif? Une ambiance qui nous emporte au cœur de son univers? Ou peut-être une histoire et des personnages à la fois attachants et inoubliables? Il existe une multitude de réponses à cette question, souvent subjectives et personnelles. Certains jeux passent sans laisser de traces, tandis que d'autres laissent une empreinte durable, gravée au fer rouge dans l'histoire du jeu vidéo. J'ai grandi dans les années 2000, une période charnière marquant la fin des consoles cultes comme la PlayStation 1, la Nintendo 64 ou la Dreamcast. Une époque où la 3D s'imposait, où les jeux devenaient plus cinématiques, plus ambitieux et où les budgets explosaient. Nintendo, avec la GameCube puis la Wii, misait sur le plaisir de jeu pur et sur de nouvelles façons d'interagir, ouvrant le média à un public plus large. Microsoft, avec la Xbox et la 360, posait les bases du jeu en ligne moderne et installait durablement le modèle des consoles connectées, tandis que Sony, avec la PlayStation 2 puis la PlayStation 3, repoussait le réalisme visuel et narratif, tout en popularisant le jeu vidéo comme une véritable expérience multimédia, accessible et grand public. Cette fameuse époque où t'invitais tes potes à faire des parties sur Mario Kart Wii ou à jouer à Super Smash Bros Brawl, ou quand tu faisais des parties locales sur ta Nintendo DS, à jouer à Super Mario Bros par exemple, ou quand t'allais régler tes comptes avec tes potes en 1v1 sur MW2 dans la map Rust, en écran scindé en partie locale parce que t'étais tellement en galère de thunes et que tes parents ne t'accordaient pas de pouvoir payer un abonnement de Xbox Live que du coup tu faisais avec les moyens du bord et que t'avais le seum de pas pouvoir jouer en ligne en multijoueur. Le boomer, il a dit que c'était mieux avant, regardez le réa qui préfère le temps de l'esclavage. Ces années ont façonné ma jeunesse de gamer, une époque où chaque console et chaque jeu semblaient magiques. C'est à cette période que j'ai découvert une saga qui m'a profondément terrifié et fasciné à la fois, au point d'en faire des cauchemars pendant des jours, un jeu qui avait popularisé l'horreur dans le monde entier dans les années 90 et qui allait redéfinir les codes de l'horreur et de l'action, marquant à jamais toute une génération de joueurs et de développeurs. Il est temps de lever le voile sur un mystère, derrière une porte, là où peur et fascination se mêlent, les ténèbres s'épaississent et le danger est partout. Au cœur de ce mystère se cache le chef-d'œuvre signé Shinji Mikami. Parlons maintenant de Biohazard 4, plus connu chez nous en Occident sous le nom de Resident Evil 4. Biohazard 4, de son nom japonais ou Resident Evil 4 pour les joueurs occidentaux, est un jeu vidéo de tir à la troisième personne mêlant action et survival horror. Développé et édité par l'entreprise japonaise Capcom, il a été conçu en interne par Capcom Productions Studio 4 sous la direction et le scénario de Shinji Mikami et la production de Hiroyuki Kobayashi. Le jeu sort d'abord en Amérique du Nord le 11 janvier 2005 sur Nintendo GameCube, puis au Japon le 27 janvier et en Europe le 18 mars. Il sera également porté sur PlayStation 2 dans le courant du dernier trimestre 2005. Une nouvelle qui ne convainquit pas vraiment Mikami, lui qui tenait à faire de Resident Evil 4 un titre exclusif à la GameCube, notamment en raison de l'accord d'exclusivité passé avec Nintendo en 2001. Voyant un énorme potentiel dans la console, il voulait exploiter ses capacités techniques pour offrir des graphismes plus détaillés, des animations plus fluides et un environnement 3D plus immersif, essentiel à l'expérience horrifique qu'il imaginait pour la saga Resident Evil. Cette ambition mènera d'ailleurs à un nouvel accord conclu en novembre 2002, connu sous le nom de Capcom 5, regroupant 5 jeux destinés à la GameCube, incluant PN03, Beautiful Joe, Killer 7, Dead Phoenix et Resident Evil 4. Instant anecdote, marrante mais totalement inutile. Si vous ne le savez pas, sachez que Shinji Mikami avait juré qu'il se couperait la tête si Resident Evil 4 sortait un jour sur d'autres plateformes hormis la GameCube. Résultat, le jeu a finalement débarqué sur toutes plateformes confondues qui existent. C'est vraiment dommage. Heureusement pour lui, Mikami a préféré garder la tête sur les épaules. C'était la petite anecdote sympa sur Mikami et le développement de Resident Evil 4. C'était l'instant inutile, mais tout le monde s'en branle. D'ailleurs, en parlant de développement, j'aimerais revenir sur la jeunesse du projet. Un véritable parcours semé d'embûches, marqué par de nombreux changements et plusieurs prototypes proposés par différents réalisateurs.
Un projet aussi ambitieux que chaotique qui aura connu un développement mouvementé pendant près de 5 ans. Après la sortie du précédent opus, Resident Evil 3 Last Escape ou Nemesis, Capcom donne son feu vert à l'équipe de Shinji Mikami pour lancer la production d'un nouveau chapitre, dont le développement débute courant 1999. À l'origine, le jeu devait être le tout premier épisode de la saga conçu pour la future PlayStation 2. Mikami confie alors la réalisation du projet à Hideki Kamiya, déjà réputé pour avoir signé l'excellent Resident Evil 2 en 1998. Le scénario est confié à Nobuo Sugimura, reconnu pour son talent d'écriture et son travail sur Resident Evil 2 ainsi que Code Veronica. Mais très vite, le projet prend une tournure pour le moins particulière. L'histoire se déroulait dans un château situé sur l'île Mallet et mettait en scène Tony Redgrave, le fils d'Oswell E. Spencer, fondateur d'Umbrella Corporation. Tony était un surhomme, une création d'Umbrella issue de l'utilisation du virus Progenitor. Doté de capacités surhumaines et d'un intellect supérieur, le scénario tournait autour du mystère entourant Tony et son frère jumeau Paul Redgrave, deux rivaux se disputant le contrôle de la société Umbrella. Ce prototype de Resident Evil 4, baptisé Biohazard Stylish, se concentrait beaucoup plus sur l'action, le combat et le style que sur l'horreur pure. Hideki Kamiya estimait que le personnage jouable n'était pas suffisamment mis en valeur dans les combats sous angle fixe. Il décida donc d'abandonner ses plans emblématiques de la série pour adopter des angles plus dynamiques, renforçant l'intensité des affrontements. Si cette approche visait à renouveler la licence en y intégrant un aspect cool, certains membres du Studio 4 et même Mikami jugeaient que cette version s'éloignait trop des fondements du survival horror de la saga. Néanmoins, Mikami et Kamiya réussirent à convaincre l'éditeur que le prototype possédait un fort potentiel et était suffisamment avancé pour être développé. Ils décidèrent de conserver les mécaniques de gameplay et l'ambiance gothique du jeu, ainsi que certains éléments du scénario de Sugimura. Kamiya réécrivit alors l'histoire pour la transposer dans un monde peuplé de démons en renommant les personnages. Tony Redgrave devint Dante. Son frère jumeau Paul Redgrave prit le nom de Virgil. Tandis que Spencer fut conservé pour une future apparition dans la série Resident Evil et son héritage fut transmis au Chevalier Noir légendaire Sparda. C'est ainsi qu'est né l'un des meilleurs jeux d'action, aventure, hack and slash. Instant anecdote, marrante mais totalement inutile. Sachez que le nom Tony Redgrave apparaît sur Ebony et Ivory, les pistolets semi-automatiques personnalisés de Dante. Les côtés tournés vers l'extérieur sont gravés d'une dédicace à Dante par Neil Goldstein, la grand-mère adoptive de Nico qui apparaît dans le roman Devil May Cry de Shinya. Ce nom est également utilisé comme pseudonyme par Dante. Alors mais tu vas la fermer ta gueule. On a compris, c'est bon. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Donc je disais, ce nom est également utilisé comme pseudonyme aussi bien dans le roman que dans le 8ème épisode de Devil May Cry The Animated Series sorti en 2007. Aussi à savoir que Hideki Kamiya a expliqué que le nom Redgrave rendait hommage à Chris Redfield, héros de la série Resident Evil. Et enfin, pour la petite touche sympa, Kamiya a confirmé dans une interview à l'Electronic Gaming Monthly que le design et la personnalité de Dante ici, toi, petit putain, là. ont été fortement influencés par le héros du manga Cobra de Buichi Terasawa et par Joseph Joestar, le deuxième protagoniste de Jojo Bizarre Adventure d'Hirohiko Araki. Ces influences se retrouvent clairement dans l'attitude de Dante qui provoque ses ennemis avec humour et esprit même face au danger. D'ailleurs, ça ne m'étonne même pas que Dante soit influencé par Joseph Joestar étant donné que les deux ont un très bon sens de l'observation quand il s'agit de mater leur daronne. リサリサの部屋のドアの前で待つのがベストです。その間、鍵穴に目を近づけるのはいけないことでしょうか。ナイス。Whoa, looks like I took in a little too much. You okay? I've been better. La vérité, j'aime trop les face-face. Miam miam. Le fait qu'elle soit pompée, j'ai envie de les croquer. La vérité, j'aime trop les face-face. Miam miam. Vas-y, mets-toi à l'aise. Mon visage, c'est ta chaise. Viens. C'était l'instant inutile, mais tout le monde s'en vend.
Après avoir convaincu les éditeurs de retirer le premier prototype Biohazard Stylish du cadre de la franchise Resident Evil pour en faire un projet indépendant, qui deviendra par la suite Devil May Cry, dirigé par Hideki Kamiya, Shinji Mikami confie désormais la réalisation du nouveau volet à Hiroshi Shibata, jusqu'alors responsable des décors sur Resident Evil 3 Nemesis. À la suite de ce remaniement interne au sein du studio 4 de Capcom, le développement reprend dès 2001. Une nouvelle mouture voit rapidement le jour, un prototype intitulé Biohazard Castle. Cette version exploite le même matériel de recherche que celle de Stylish, notamment un vaste ensemble de photographies, d'architecture et de châteaux européens. Ces clichés avaient été réalisés par l'équipe d'artistes de Capcom lors d'un voyage d'études au Royaume-Uni et en Espagne, destiné à s'imprégner de l'atmosphère et des environnements typiques de l'Europe. Concernant le scénario, Capcom confie une nouvelle fois son élaboration à la société Flagship, dirigée par Nobuo Sugimura. Ce dernier travaille en étroite collaboration avec Yasuhisa Kawamura, le scénariste principal de Resident Evil 3 Nemesis. Sugimura réécrit alors l'histoire de cette nouvelle version en conservant certains éléments narratifs issus du prototype Stylish, tout en recentrant le récit dans un cadre plus cohérent avec l'esprit des épisodes précédents de la série. Dans cette version du projet, l'intrigue marque le retour de Leon S. Kennedy en tant que protagoniste principal. Après les événements tragiques de Raccoon City, Léon a été enrôlé dans l'armée américaine et intégré à une unité d'élite chargée de traquer et d'enquêter sur la société d'Umbrella Corporation. Au cours d'une mission visant à infiltrer le château d'Oswell E. Spencer, le fondateur d'Umbrella, l'opération tourne au désastre. L'équipe d'élite est attaquée par le Black Fog, une arme biologique redoutable envoyée par HCF, une organisation paramilitaire dirigée par Albert Wesker, déjà impliqué dans les événements de Code Veronica sur l'île Rockfort. Seul survivant de l'assaut, Léon se retrouve infecté par un rétrovirus et doit lutter contre la mutation progressive de son corps. En explorant le château, il fait la rencontre d'une jeune fille soumise à des expériences génétiques dans les laboratoires d'Umbrella, accompagnée et protégée par un chien modifié biologiquement. Au fil de son périple, Léon découvre les vestiges d'une ancienne civilisation souterraine enfouie sous le château, où le virus Progenitor aurait été scellé dans le corps d'un ancien roi. Cette révélation met en lumière le véritable dessein d'Oswell E. Spencer, se servant d'Umbrella Corporation comme un moyen d'atteindre l'immortalité. À l'origine, lorsque le projet fut lancé à la fin des années 2000, Resident Evil 4 devait être développé exclusivement pour la PlayStation 2. L'idée initiale était de proposer un titre technologiquement ambitieux, capable de redynamiser la série tout en exploitant pleinement les capacités de la console de Sony. Cependant, Shinji Mikami finit par revoir ses plans et décide de transférer le développement sur GameCube. Il estimait que le hardware de Nintendo offrait une stabilité supérieure, une fluidité accrue et une qualité graphique bien meilleure que celle de la PlayStation 2. Son objectif était de tirer le maximum du potentiel technique de la machine sans compromis lié à un développement multiplateforme. Convaincu par cette orientation, Mikami exprima publiquement son soutien à la GameCube, affirmant sa volonté de réserver les futurs opus de Resident Evil à cette console. C'est dans ce contexte qu'est né en novembre 2002 l'accord entre Capcom et Nintendo, donnant naissance au célèbre projet du Capcom 5 que j'ai mentionné dans les sections précédentes. Le jeu a été conçu entièrement en 3D comme Resident Evil Code Veronica, plutôt que d'utiliser des décors précalculés utilisés dans les précédents jeux. Pendant le développement du prototype Castle, l'équipe de programmation rencontra d'importantes difficultés techniques. L'ennemi Black Fog, trop ambitieux, s'avéra trop exigeant pour le hardware de la GameCube, compliquant sa conception. L'équipe dut alors revoir le projet, ce qui nécessita une réécriture du scénario et des ajustements dans les mécaniques de jeu. Le scénario de base écrit par Sugimura fut transmis à l'équipe de Capcom Production Studio 1 pour le développement du jeu d'horreur Demento, connu en Occident sous le nom de Haunting Ground. Parallèlement, Shibata et Kawamura commencèrent à travailler sur un tout nouveau prototype baptisé Biohazard Hookman. Instant anecdote, marrante mais totalement inutile. Pour l'anecdote, certains éléments présentés dans le trailer de la version Biohazard 4 Castle ont été réutilisés dans Resident Evil 5. En effet, la scène où Léon descend un escalier avant de traverser un long couloir bordé d'arches successives dans la partie extérieure du château a été reprise dans le level design du DLC Lost in Nightmares. Cette extension réemploie également plusieurs éléments du scénario initialement écrit par Sugimura, puisqu'on y incarne Chris et Jill infiltrant le manoir d'Oswell E. Spencer dans le but de traquer le dernier membre fondateur d'Umbrella, ainsi que Albert Wesker. C'était l'instant inutile, mais tout le monde s'en branle.
Après 2 prototypes ambitieux mais trop contraignants, l'équipe abandonne la version Castle de Biohazard 4 pour s'orienter vers une approche plus hallucinée. Le projet est de nouveau remanié au sein du studio 4. Hiroshi Shibata en assure toujours la direction, tandis que l'écriture du scénario passe à Yasuhisa Kawamura, Nobuo Sugimura ayant quitté l'équipe pour se consacrer à d'autres projets. Ayant tous deux la main sur le projet, Shibata et Kawamura décident de reprendre certains éléments narratifs initialement prévus pour la version Castle, tout en y intégrant un nouveau concept centré sur les hallucinations. Dans cette version du scénario, Léon était toujours infecté par un virus, mais celui-ci provoquait chez lui de profondes hallucinations. L'ennemi n'était plus incarné par le Black Fog, il laissait place à des créatures pseudo-paranormales, nées uniquement de l'esprit de Léon, comme des poupées animées ou un fantôme armé d'un crochet surgissant d'un tableau. Toutefois, ces éléments ne constituaient que des idées conceptuelles destinées à illustrer la nature hallucinatoire de l'infection. Kawamura souhaitait donner au jeu une dimension plus surréaliste, inspirée du film Jacob's Ladder, afin de revitaliser la franchise, d'autant que ce nouvel opus devait opérer un changement de modèle radical. Influencé par la série Silent Hill de Konami, il estimait que l'horreur fonctionnait mieux lorsqu'elle reposait sur une atmosphère étrange, illogique et oppressante. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe. Allez, viens là, allez, bah, fils d'un pute. Ah, là, tu fais du Krav Maga, la blondasse. Il envisageait également d'introduire une brume bleutée surnaturelle enveloppant Léon lors de l'apparition des ennemis, une idée empruntée au film The Fog de John Carpenter. La principale source d'inspiration pour le concept d'hallucination provenait toutefois d'une scène du film Lost Souls, sorti en 2000. Dans celle-ci, le personnage incarné par Winona Ryder, Maya Larkin, une fervente catholique romaine, se retrouve enfermée dans des toilettes et commence à halluciner devant un miroir, voyant la pièce se dégrader soudainement à un lieu délabré, sale et lugubre. J'ai entendu dire que vous avez également écrit la version Hawkman de Biohazard 4. Pouvez-vous nous en dire plus sur les grandes lignes du scénario et sur sa finalité avant l'annulation du jeu? Hawkman n'était qu'une expérience et il n'y avait pas de véritable histoire. Je voulais faire de Biohazard 4 un jeu plus effrayant en utilisant une scène particulière du film Lost Souls où le personnage principal joué par Winona Ryder, alors qu'elle se lave les mains dans les toilettes, se retrouve soudainement dans un bâtiment abandonné avec un tueur en liberté. Une version arrangée de cette idée s'est finalement transformée en Hawkman. Cette version axée sur les hallucinations fut dévoilée au public lors de l'E3 2003 à travers une courte démo montrant Léon parcourant des couloirs sombres. Le gameplay de la version Hawkman présentait plusieurs similitudes avec celui de la version Castle, notamment une caméra de type Dollycam rappelant Resident Evil Outbreak ou Code Veronica. A noter que la perspective changeait durant les combats, elle passait à une vue à la troisième personne lorsque Léon visait avec son arme équipée d'un viseur laser rouge, un élément qui sera conservé dans le jeu final. Un système d'esquive était présent, incluant une mécanique de parade permettant aux joueurs de repousser les attaques ennemies. Aucun HUD ni menu d'inventaire n'apparaissait dans la démo, seul le mot Caution clignotait pour signaler l'état de santé préoccupant de Léon. Il pouvait également lancer des grenades incendiaires sans passer par un menu de sélection. Malheureusement, ce prototype de Biohazard 4 fut une nouvelle fois abandonné en raison des limitations techniques de la GameCube. L'équipe avait conçu un système permettant de charger simultanément la version réelle de la version hallucinée de chaque environnement afin d'assurer une transition sans temps de chargement. Cependant, cette approche saturait les 24 émaux de RAM de la console, provoquant bugs, chute de performance et une charge excessive pour le moteur. Face à cette contrainte insurmontable, l'équipe dut renoncer au concept d'hallucination. À l'automne 2003, Shibata met fin à la version Hawkman pour lancer la version Zombie, perçue par l'équipe comme un retour à la formule classique de la série. Cependant, cette approche ne convainc pas Mikami, qui la juge trop éloignée de l'ambition de renouveau et trop répétitive. Alors que les fans commençaient à se lasser des zombies après plus de 6 jeux, Après-demain, après-hier rien, c'est pas la peine, ça pue la haine, c'est pas la peine, ça pue la haine, il devenait essentiel d'offrir quelque chose réellement nouveau pour ce 4e opus. Mikami finit donc par abandonner à son tour la version Zombie et reprend la direction du projet. Après vous avoir parlé du développement chaotique du jeu, il est temps de partager avec vous mon ressenti lors de ma toute première rencontre avec Resident Evil 4. J'avais alors 7 ou 8 ans, à cette époque, je jouais rarement aux jeux vidéo destinés aux adultes. Je préférais regarder mes frères et sœurs y jouer à ma place, et un jour, un ami de mon grand frère lui avait prêté la version PS2 de Resident Evil 4. Vous savez, celle avec l'illustration de la forêt sur un fond rouge champ et la silhouette d'un homme armé d'une tronçonneuse. Croyez-moi que rien qu'en y jetant un petit coup d'œil à la jaquette, j'en avais déjà des sueurs froides.
Et bref, un soir, mon frère lance le jeu pour la première fois, et comme d'habitude, je me pointe pour le regarder jouer. Pure curiosité ou pur masochisme, je ne sais plus. Le jeu démarre avec une cinématique où Léon arrive dans une région paumée en montagne, accompagné de 2 policiers locaux qui ont l'air aussi enthousiastes qu'un chat sous la pluie. Je reste dans la voiture. Ce serait dommage de prendre une amende. Putain, tu pars d'une aide. Léon sort alors de la voiture pour aller enquêter dans une petite maison isolée, et là, bam, le gameplay commence. Mon frère, manette en main, s'avance tranquillement vers la baraque, et attention spoiler... Je crois que c'est à partir de ce moment-là que mon cœur d'enfant a décidé de déposer sa démission. I quit. La première rencontre avec le villageois m'avait tellement traumatisé que ce souvenir est désormais gravé dans mon cerveau, probablement pour l'éternité. Quelques temps plus tard, j'ai pourtant décidé d'y retourner juste pour regarder mon frère jouer, planqué dans un coin de la pièce. Avec le recul, je crois que c'était du pur masochisme. Pourquoi je m'infligeais ça, aucune idée. J'étais terrifié, ouais, mais aussi complètement fasciné par le jeu. Son gameplay ultra satisfaisant, son ambiance qui semble sortie d'un film d'horreur façon Massacre à la tronçonneuse, et puis ce clin d'œil évident à Leatherface. No dejes que se escape. Vayan por detrás. Who are these people? Bloqueale el paso. What are they planning? Expire, expire. Je vous jure que j'en ai fait des cauchemars pendant plusieurs nuits. Après tout ça, j'ai quand même continué à suivre la progression de mon frère petit à petit. À force de regarder, la peur a commencé à se dissiper. Et il faut dire que certaines scènes du jeu avaient un côté tellement décalé qu'on aurait cru voir un Evil Dead interactif. Ça m'a rassuré un peu. Isn't that a popular word these days? Not to worry. We've prepared a special ritual for you. Faites pas les choquer, faites pas les mecs, mais tu pouvais parler autrement. Ouais, vous aurez réagi de la même manière. Arrêtez de faire les mecs sains, voilà, ça commence à me casser les couilles. Ah, a little rough, don't you think? You're not like them? No. You? Okay, I have only one very important question. You got a smoke? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Perfect. The big cheese. What? Leon! Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics, too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Elle a des touches, mon pote. Ah ouais. Oh, les tétés. Les tétés. Oh, les tétés. Hasta luego. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Louis! Louis! What the fuck is this piece of shit? Ah, ce côté outrageant, c'est tellement Biohazard. Bref. Et puis un jour, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, manette en main, PS2 allumé, prêt à vivre ma grande aventure horrifique. Sauf qu'en réalité, bon sang, qu'est-ce que j'étais nul. Vraiment, j'avais tellement de mal avec les contrôles de la manette que je passais plus de temps à mourir qu'à avancer. La frustration montait à chaque partie et finir le jeu relevait pour moi du fantasme total. Et n'oublions pas que le jeu me terrifiait encore à l'époque. Alors imaginez mes rencontres avec le Dr Salvador.
Bref, j'ai très vite abandonné l'aventure. Un jour, je faisais les courses avec ma mère au Leclerc et comme d'habitude, je traînais dans le rayon jeux vidéo. C'est là que je tombe sur Resident Evil 4 version Wii. Moi, gros joueur Nintendo à l'époque, je me suis tout de suite demandé si j'arriverais enfin à finir le jeu avec la Wiimote et le Nunchuck. Et puis la jaquette, impossible de résister, c'était la même que sur PS2, sauf que le fond rouge champ avait été remplacé par du blanc. Très Nintendo friendly, mais la silhouette de ce maudit Dr Salvador à la tronçonneuse, elle, était toujours là. J'ai réussi à convaincre ma mère de me l'acheter, et le soir même, je lance le jeu, et là, quel soulagement, enfin une jouabilité qui ne me faisait pas souffrir. Le jeu était tellement plus facile à prendre en main sur Wii, avec la Wiimote, viser devenait plus précis et rapide et ça changeait tout. Grâce à ça, j'ai enfin pu terminer l'aventure et bon sang, quelle expérience. C'est vraiment là que Resident Evil 4 m'a conquis. La peur s'est transformée en pur plaisir, combat nerveux, rythme parfait, level design malin, tout était fun. Le jeu a littéralement attrapé mon cœur de joueur. Je l'ai tellement adoré que je l'ai fini des dizaines et des dizaines de fois. Plus tard, j'ai même réussi à le terminer sur la PlayStation 2 dans toutes les difficultés, que ce soit avec Léon ou Ada. J'ai accompli Ace Cinnamon Ada, explosé le mode Mercenaries avec les 5 personnages, débloqué tous les costumes et toutes les armes bonus comme la Matilda, le lance-roquette infini, le PRL 412, le hand cannon et la Chicago Typewriter. Et je peux vous dire qu'une fois la Chicago en main, je relançais immédiatement un New Game Plus juste pour joyeusement massacrer du Ganado. 才能が目覚めるうちにな。はあ、そうかい。無茶な奴とは分かっていたが、これほどと街中でいきなりどこから手に入れたのか。トンプソン機関銃をぶっ放した。Instant anecdote, marrante mais totalement inutile. Petite info sympa, il a vraiment existé une version mobile de Resident Evil 4 appelée Biohazard 4 Mobile Edition. Elle avait d'abord été adaptée sur la Zibo, puis portée sur les anciens appareils Apple comme l'iPhone 3G, le 3GS, l'iPod Touch et même l'iPad. Le jeu est sorti au Japon en 2008, puis chez nous en 2009. Assez vite, Capcom l'a séparé en une version gratuite et une version payante. C'était une adaptation très différente du jeu original, avec des graphismes vraiment simplifiés et une progression découpée en petites sections. Mais à l'époque, j'étais trop content, mon père avait justement un iPhone 3G et je n'arrêtais pas de l'embêter pour qu'il m'achète le jeu. Rien que l'idée de jouer à Resident Evil sur un téléphone me rendait fou. Et bien sûr, je faisais pareil avec ma mère qui avait un iPhone 4 pour qu'elle me prenne la version de Resident Evil Dégénération, la version mobile inspirée du film 3D de Capcom sorti en 2008. Et honnêtement, ce jeu-là était bien meilleur que la version mobile de RE4, enfin selon moi. C'était l'instant inutile, mais tout le monde s'en vante. Terminons cette vidéo avec mon avis d'adulte sur Biohazard Resident Evil 4 et ce que j'en pense du jeu aujourd'hui avec un peu de recul. En ce qui concerne le gameplay, pour l'époque, Resident Evil 4 était clairement l'un des meilleurs TPS d'action et survival horror. La caméra à l'épaule et le système de visée libre rendaient les combats beaucoup plus immersifs et intenses. RE4 n'a pas inventé cette formule de gameplay, mais il a renouvelé et popularisé tout en l'intégrant dans sa propre série en cassant certains codes du survival horror classique. Fini les caméras fixes sur des décors précalculés, le jeu est fluide, simple et efficace manette en main. Un petit bémol, les déplacements restent parfois rigides, surtout pendant la visée où il est impossible de bouger tout en tirant. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque, cette vulnérabilité renforçait la tension et la peur, surtout lors des combats contre les Ganados. Pour ce qui est des niveaux, le jeu reste très fun à jouer même aujourd'hui. Ils sont variés, du village au château en passant par certaines parties de l'île, on découvre des espaces d'affrontement diversifiés, alternant zones étroites et terrains plus larges. Mêlant parfaitement horreur et action, le décor offre aussi quelques interactions intéressantes comme se barricader dans une maison ou repousser des ennemis. Les séquences de QTE s'intègrent bien au level design, renforçant le rythme et la tension. Seul bémol, les passages sur l'île, surtout vers la fin, mettent davantage l'accent sur l'action avec des affrontements un peu trop longs et parfois mal exploités, mais dans l'ensemble, l'expérience reste très agréable. Le jeu offre un large choix sur la façon de jouer, introduisant de nouvelles mécaniques de game design dans la série. Parmi elles, le célèbre marchand avec ses répliques iconiques. Got something that might interest you. Welcome.
got some rare things on sale, stranger. What are you buying? Ah, a choice of an avid gun collector. It's a nice gun, stranger. Stranger. Now that's a weapon. Is that all, stranger? Thank you. What are you buying? What are you selling? Come back anytime. Il permet aux joueurs d'acheter et d'améliorer ses armes tout en encourageant la recherche de trésors à revendre pour gagner de l'argent. Cette mécanique renforce le côté survival, obligeant à gérer ses ressources, même si plus tard dans le jeu, le personnage devient rapidement surarmé. La gestion de l'inventaire évolue également, elle devient plus simple et flexible, permettant de transporter diverses armes, munitions et ressources. Il est même possible d'augmenter l'espace disponible, l'objectif reste d'immerger le joueur dans l'action, comme le voulait Mikami, sans ralentir le rythme du jeu. Concernant le scénario, disons que ce n'est pas le point fort du jeu. En soi, l'histoire reste très basique. Léon doit sauver la fille du président, enlevée par une secte isolée en Espagne qui prévoit de l'infecter avec le Las Plagas pour infiltrer les États-Unis et influencer la politique mondiale. Un vrai cliché de film hollywoodien, n'est-ce pas, Sadler? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Plus sérieusement, le scénario de RE4 est simple et ne cherche pas à aller plus loin, mais il est très vite rattrapé par les contenus additionnels de Separate Ways et Assignement Ada, car ces modes de jeu ajoutent un vrai complément au lore grâce au rapport d'Ada, à l'implication de Wesker et à l'apparition d'une organisation rivale d'Umbrella. C'est d'ailleurs logique, ces scénarios ne sont pas de Mikami, mais de Haruo Murata, déjà connu pour son travail sur Resident Evil Outbreak, ce qui apporte une continuité appréciable. Cependant, les nouveaux personnages restent quand même mémorables, mais j'aurais adoré en savoir plus sur les versions prototypes du scénario imaginé par Nobuo Sugimura qui devait conclure l'arc narratif avec Umbrella et Wesker. Beaucoup d'idées intéressantes ont été abandonnées, même si certaines reviendront dans les opus suivants. Finissons avec le bestiaire et sur ce point, c'est une vraie réussite. Le jeu propose des créatures variées et souvent terrifiantes, allant du simple infecté à des monstres tout droit sortis du Seigneur des Anneaux. Les ennemis contaminés par les Las Plagas sont particulièrement dangereux lorsqu'ils attaquent en groupe et encore plus la nuit, quand les parasites sortent à découvert. Mention spéciale aux membres de la secte du château, les Mandibula, capables de vous décapiter en un seul coup. On retrouve aussi des ennemis plus robustes comme le Dr Salvador, les Sœurs Bella, le Garador avec ses griffes à la Wolverine, ou encore ces de Régénérador. Je faisais bien flipper celui-là à l'époque. D'ailleurs, où est-ce que j'en étais? Ah oui, c'est bon. Les boss sont tout aussi mémorables, chacun demandant une approche différente. Parmi mes favoris, U3 pour son aspect stratégique, Verdugo pour son ambiance et bien sûr Krauser, dont le combat final est bien plus efficace au couteau qu'aux armes à feu. Bref, adieu les zombies pendant un temps et bravo au Studio 4 pour avoir introduit un bestiaire inédit et marquant dans la série Resident Evil. Resident Evil 4 n'est pas seulement un jeu culte, c'est une œuvre qui a redéfini un genre entier et marqué durablement l'histoire du jeu vidéo. Derrière son développement chaotique, ses multiples prototypes et ses remises en question successives, il a finalement trouvé une forme qui allait révolutionner le gameplay d'action horrifique. Pour beaucoup de joueurs, dont moi, il reste aussi un souvenir profondément personnel, mêlant peur, émerveillement et fascination. Son rythme maîtrisé, ses mécaniques ingénieuses et son bestiaire mémorable en font une aventure qui traverse les générations sans perdre de sa force. Plus qu'un simple volet de la saga, Resident Evil 4 est devenu une référence, un pilier, un jeu dont l'impact continue d'influencer toute l'industrie, et c'est précisément cette capacité à évoluer, surprendre et marquer les esprits qui en fait aujourd'hui encore un chef-d'œuvre intemporel.
Et que dire du remake sorti en 2023? Ben que c'est tout simplement une claque monumentale. Il reprend tout ce qui faisait la force du jeu original pour le sublimer, moderniser chaque mécanique et transformer l'expérience en un chef-d'œuvre du TPS d'action. Les ajouts scénaristiques à la fois surprenants et parfaitement intégrés, enrichissant le lore et offre aux fans comme aux nouveaux joueurs un regard complètement renouveau sur l'aventure. C'est un jeu qui parvient brillamment à retrouver et même à dépasser la place qu'occupait Resident Evil 4 dans le genre. Pour ma part, replonger aux côtés de Léon à travers cette aventure a été un vrai moment de bonheur, une aventure intense et inoubliable que je n'hésiterai jamais à revivre encore et encore. Et en plus, le fait de pouvoir parer une tronçonneuse avec son couteau dans le remake, franchement, quelle pure sensation de bonheur. T'as vraiment cette sensation de jouer Raiden de Metal Gear Rising Revengeance. Bon voilà, ce fut la fin de la vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus pour soutenir mon contenu, ça me ferait énormément plaisir. D'ailleurs, je vois que vous êtes une majorité à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné à ma chaîne. Donc ça voilà, ça ne prend que quelques secondes, n'hésitez pas du coup à cliquer sur le lien de l'abonnement et également à cliquer du coup sur la cloche pour être averti du coup de la publication de mes contenus, à partager la vidéo à vos proches aussi. Et puis j'en profite pour vous demander dans l'espace commentaire si c'est possible de me citer pour vous quel est votre jeu vidéo qui vous a le plus marqué dans votre vie, que ce soit durant votre enfance ou l'adolescence ou peu importe la période. N'hésitez pas, j'hésiterai pas à aller checker dans l'espace commentaire. J'en profite également pour faire la promo du coup de ma chaîne Twitch parce que je me suis lancé récemment du coup à faire des lives sur Twitch pour vous proposer du coup des let's play directement sous ce format stream. Les liens de ma chaîne Twitch sont dans la description. Et puis vous pouvez également trouver le lien de ma chaîne Twitch directement dans la description de ma chaîne YouTube. Donc voilà, en espérant voilà qu'on se retrouve pour la suite de nos aventures. Sur ce, prenez soin de vous les gens, à la prochaine et puis arrivederci. Thank you.